suivant, c'est Caroline Artaud. Je l'ai rencontré il y a quoi? Il y a un an et demi environ. C'est un bon ami d'un client à moi quand j'étais en gestion de patrimoine. Et vous allez voir, il est absolument génial parce qu'il a 27 ans, donc il est marchand de biens depuis maintenant 7 ans. Ça fait 7 ans qu'il fait ça. Il a fait peut-être une trentaine d'opérations, quelque chose comme ça. Beaucoup plus les 2 ou 3 dernières années. Et il fait énormément de divisions de biens. Il fait énormément de divisions d'appartements. Donc il va vous en parler plus en détail. Prenez un maximum de notes parce qu'on ne rencontre pas tous les jours des marchands de biens, surtout qui font de la division d'appartements. Il fait ça depuis très longtemps, donc il a vraiment énormément de connaissances. Prenez-en un maximum et puis vous pouvez discuter ensuite avec lui. Je vous laisse l'applaudir. Alors, bonjour tout le monde. Donc, je m'appelle Caroline, j'ai 27 ans. Donc moi j'ai commencé l'immobilier à 20 ans. J'ai passé un bac ES à 18 ans. J'ai fait 2 ans d'école de commerce. Ensuite j'ai arrêté parce que je savais que je voulais faire ça. Et donc j'ai fait mon premier achat à 20 ans. Donc pourquoi j'ai choisi le métier de marchand de biens? Donc j'ai choisi pour 2 raisons. Premièrement, la liberté. Je suis mon propre patron, j'ai personne au-dessus de moi. Et d'un autre côté, j'ai choisi ce métier parce que c'est pareil, j'ai pas d'employé, donc pas de charge, pas de local. Je fais mes horaires, mon planning. Donc ça c'est le côté qui est sympa. Deuxième chose qui était bien, c'était le côté créativité. On ne se rend pas trop compte en tant que marchand de biens, mais on achète un appartement, une maison ou un immeuble, et outre le fait de gagner de l'argent, c'est bien d'acheter quelque chose qui est dans un piteux état, de tout rénover et ensuite d'en faire quelque chose de beau. C'est gratifiant personnellement. Donc moi j'ai commencé, comme je l'ai dit, à 20 ans. Je connaissais rien à rien, je me suis lancé, ça me plaisait. Donc j'ai mis 4 mois avant de trouver mon premier appartement. C'était un appartement à Cannes qui faisait quarantaine de mètres carrés, donc un studio complètement délabré, tout était nul. Donc j'ai acheté l'appartement. Ensuite, pour acheter cet appartement, comment j'ai pu emprunter puisque j'avais aucun revenu? Donc j'ai fait une indivision avec mon père. J'avais 90% des parts, lui 10%, et la banque a pu se passer sur ces 10% pour que je puisse faire le prêt. Donc j'ai fait le prêt, j'ai acheté l'appartement. C'était 40 mètres carrés, pour tout vous dire, j'ai mis 7 mois à le faire, alors que normalement c'est quelque chose qu'on ferait en 2 mois, mais j'ai fait toutes les bêtises qu'on peut imaginer. Bon, bref, ça s'est bien passé, je l'ai fini, je l'ai mis en vente, et puis je l'ai vendu 3 jours après à la première visite. Donc j'ai fait pareil sur un deuxième appartement que j'ai racheté, une résidence principale aussi, une indivision. Cette fois-ci c'était un 2 pièces que j'ai transformé en 3 pièces. Donc j'ai passé la cuisine en fait dans le séjour et j'ai gagné une chambre, j'ai refait tout impeccable et au bout de 3 semaines, il s'est revendu parfaitement. Donc je vais déjà commencer par les plans. Donc c'est important dans les travaux de passer un maximum de temps sur les plans, ce que j'avais pas fait au début. En général on achète, on est tout content, on veut tout de suite commencer les travaux, on casse tout et on fait un peu n'importe quoi. Donc passez un maximum de temps sur les plans. Dès que vous avez votre compromis signé, prenez les mesures. Soit vous mandatez un architecte d'intérieur qui vous fera les plans actuels et les futurs plans, soit un diagnostiqueur, ce sera le moins cher, et il vous fait les plans actuels. Et ensuite, prenez le temps vous-même de faire les plans, vous demandez à votre entourage si tout est bon, mais c'est la chose la plus importante. Une fois pareil que vous avez les plans de fait, c'est bien de faire venir les entrepreneurs, soit vous passez par un maître d'œuvre, soit vous prenez une entreprise avec un électricien, un plombier, un maçon. Faites-les tous venir, faites une réunion avec tout le monde et comme ça vous organisez vos travaux. Que vous ne passez pas de l'électricité, qu'ensuite il faut recasser, il faut tout refaire. Donc, prenez vraiment du temps sur les plans. Ensuite pour les travaux, c'est important de choisir des entrepreneurs compétents. On a tous des amis qui sont électriciens ou plombiers comme ça. Mais c'est bien de prendre des gens avec des garanties décennales. Comme l'a expliqué l'avocat tout à l'heure, si vous avez le moindre problème, vous vendez votre appartement, il y a le moindre souci, vous avez une garantie, vous avez une assurance et une garantie décennale, vous pouvez rappeler la personne, il devra revenir refaire la malfaçon. Pareil, vous avez un sinistre, un dégât des eaux, quoi que ce soit, l'assurance regardera si vos travaux ont été faits en bonne et due forme. En image, bon, c'est les premiers appartements que j'avais fait. Pourquoi j'ai choisi cet appartement, de vous montrer cet appartement? En fait, c'était un petit studio qui devait faire 30 mètres carrés. Donc j'avais acheté un lot studio et un lot comble. À la base, tout ici c'était fermé.
Donc, tout était délabré. Et sur ce coup-là, j'ai réuni les deux lots pour faire un même appartement. Donc là, on voit mieux sur cette photo qu'il y avait deux petits appartements que j'ai refait en un seul. Ça, c'était le 3 pièces où j'expliquais que la cuisine à la base était au fond. Donc j'ai créé une chambre dans le fond et j'ai mis la cuisine dans le séjour. Voilà. Ça, c'est un autre appartement que j'avais divisé, pareil, toutes les cuisines américaines. Ça, c'est les chambres, oui. Autre chose que je voulais vous expliquer. Pour les travaux, ce que je fais en général, c'est que je vends tout meublé l'appartement. Je mets tout, la décoration, les tableaux, la télé, tout. Pourquoi? Parce que dans une pièce vide, bizarrement, une pièce vide paraît plus petite qu'une pièce remplie. Donc si on a les meubles, on a là, le lit, le dressing, les tables de nuit. Donc finalement, on dit bah ça passe, la chambre est confortable. Alors que vide, les gens ont du mal à se projeter. Donc c'est important de se projeter, de mettre les meubles. Je trouve que c'est une plus-value intéressante. Alors ça, c'est les plans que je fais. C'est hyper basique, je fais ça sur internet, j'ai aucune qualification de plan. C'est très simple. Et ensuite, une fois qu'on a les plans comme ça, on peut, vous voyez, bouger le canapé, bouger ce que vous voulez. Mais au moins, on peut voir directement si ça passe et si ce sera confortable. Ça, c'est des plans en 2D, où on bouge tout ce qu'on veut. Alors, les régimes fiscaux et emprunts bancaires. Donc, comme je l'ai expliqué, moi, mes deux premières opérations, c'était des résidences principales. Donc j'étais en résidence principale, seulement c'était une indivision. Donc j'avais 90% des parts et mon père avait 10% des parts. Donc à la revente, on a payé la plus-value que sur les 10% et j'ai payé 34,5% sur 10%. Pareil pour mon deuxième achat qui était une résidence principale. Ensuite, j'ai choisi d'acheter, c'était une maison entière, une petite entité, où il y avait 3 niveaux. Sur ces 3 niveaux-là, je ne pouvais pas faire une résidence principale, et puis je n'avais pas habité dedans. Donc j'ai acheté en résidence secondaire avant de me lancer en marchand de biens. Donc j'avais divisé cette maison entière en 3 appartements. Donc je vais vous expliquer après la procédure pour diviser une entité entière en plusieurs lots. Et là, cette fois-ci, c'était une résidence secondaire. Donc j'ai payé 34,5% sur chacune revente de mes appartements. Et enfin, une fois que j'avais fait ça, j'ai lancé ma société de marchand de biens, où là, on n'a plus de nombre d'appartements, on peut en acheter tant qu'on veut. Il n'y a pas forcément que des avantages à un marchand de biens. Déjà, pour emprunter, comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est beaucoup plus compliqué. Il vous demande un apport beaucoup plus conséquent. 90% des banques de réseau ne prêtent plus aux marchands de biens. Donc, il faut passer par des banques un peu différentes. Moi, je passe avec la Montepaschi, il y a la Palatine, il y a la Société Marseillaise de Crédit qui finance les marchands de biens. Vous avez moins d'avantages, donc vous avez un taux qui sera plus élevé. On va vous demander aussi plus d'apport personnel. À titre indicatif, ma première opération en marchand de biens, on m'a demandé 35% d'apport et on m'a demandé de bloquer, c'était 2 ans d'intérêt de crédit. Donc en gros, j'étais à 45% d'apport personnel. Ensuite, le seul avantage, outre le fait que vous pouvez faire tant d'appartements que vous voulez, vous n'avez que 3% de frais de notaire, alors que maintenant ils sont passés à 8 si vous achetez en résidence principale ou en résidence secondaire. Pour ce qui est de la taxation, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais c'est comme une société classique. Seulement la TVA, j'ai expliqué aussi ça tout à l'heure. On peut choisir 2 régimes de TVA différents. Moi, j'ai préféré la payer à mes entrepreneurs, mais ne pas la payer sur la plus-value. Comme je fais plus de plus-value que de travaux, je suis gagnant. Alors ensuite, on va commencer donc la création de lots dans une maison, un immeuble. Donc ça, c'est si vous êtes propriétaire d'une entité entière. Donc vous achetez une maison de village, une maison, vous voulez faire 3 appartements, vous achetez un immeuble et vous avez toute la propriété. Donc comme je l'ai dit déjà, physiquement, il faut que ça s'y prête. Donc il faut que l'escalier discerne, enfin, on va dire qu'il faut que l'escalier dispatche tous les appartements correctement. Il faut des fenêtres dans les chambres. Si vous n'avez pas de fenêtres, essayez de faire des puits de lumière. C'est pour ça qu'il faut passer un maximum de temps sur les plans. Pareil, il y a un petit conseil. Si vous faites une division de lot, les cloisons, prévoyez des cloisons phoniques entre les 2 appartements. C'est des cloisons qui font le double en fait. Au lieu de faire 7 cm, on arrive à 14-15 cm. Ça, c'est important. Donc sur l'aspect réglementaire, vous achetez votre maison. Ok, physiquement elle s'y prête, je peux faire 3 appartements.
Donc première chose à faire, il faut aller voir l'urbanisme avec votre adresse et il faut leur demander s'il est possible de créer des lots par rapport au nombre de parkings. Suivant les endroits, ils vont vous dire non, il n'y a pas assez de parking ou ok, on vous laisse les lots, par contre il faut que vous achetiez des parkings. Voilà, vous voulez faire 4 appartements, et ben, il faut 4 parkings ou 4 baux de parking. Moi ça m'est jamais arrivé, j'ai eu de la chance, donc je pouvais toujours sans avoir de parking. Ensuite, il faudra faire passer un géomètre. Donc un géomètre, il va venir prendre toutes les mesures de votre appartement. Il fera les plans actuels, vous lui donnez les plans que vous voulez faire. Et de là, lui, il va envoyer son projet au notaire. Et le notaire refait un règlement de copropriété avec les nouveaux tantièmes. Une fois que vous avez votre projet du notaire, si vous avez votre propre maison ou votre propre immeuble, ben, le règlement de copropriété est fait, vous l'acceptez puisque c'est vous qui l'avez demandé, et vous avez vos lots. Par contre, une fois que vous avez les lots, si un jour vous voulez revendre, il faut l'électricité. On va dire que vous n'aviez qu'un seul compteur à la base dans votre immeuble. Maintenant, il vous en faut 2 ou 3 ou 4, peu importe le nombre d'appartements. On va partir sur 3. Donc pour ça, il faut faire une demande sur Internet à ERDF qui s'appelle maintenant Enedis. Donc ça, c'est un formulaire à remplir. Ils vous poseront des questions par rapport à l'immeuble. Vous faites votre demande. Ensuite, vous avez un technicien qui va venir dans les 10 jours et qui va regarder la puissance, s'il peut mettre 3 compteurs, oui ou non. S'il y a des travaux, par exemple, j'ai expliqué tout à l'heure, il peut retirer un câble du poteau EDF, casser la route et réalimenter correctement votre immeuble. Donc ça engendre des coûts. Et malheureusement, comme Enedis, c'est une société française, vous êtes obligé par cette société. Et si vous vous disent bah, c'est 10 000 euros, c'est 10 000 euros, vous ne pouvez pas négocier, vous êtes obligé de passer par eux. Donc une fois qu'ils vous font le devis avec le prix, ok, vous êtes d'accord, ils vous mettent le compteur. Seulement le compteur ne marche pas encore. Pour qu'il marche, il vous faut le Consuel. Le Consuel, c'est pareil, une entreprise agrégée française. Et ça, il faut que votre électricien, c'est pour ça que je disais auparavant que c'est important de prendre un électricien avec une assurance et une garantie décennale, puisque s'il a mal fait les prises, je dis une bêtise, mais le Consuel, il vient et il vérifie toutes les prises, que toute l'électricité soit parfaite. Donc si vous avez une prise qui est trop proche d'un point d'eau, eh ben, ils vont vous refuser le Consuel, il faudra refaire, le rappeler. Donc faites-le faire par un électricien compétent. Donc votre Consuel vient, il vérifie que tout est bon, ok, il vous donne un papier, et avec ce papier, vous pouvez souscrire à un contrat EDF. Donc ça prend du temps, et comme je l'ai dit, c'est une entreprise française, ils ont le monopole, et on peut faire la demande, et un an après, toujours pas avoir l'électricité. Donc ça, il faut, si vous achetez un bien, faites tout de suite la demande de RDF, enfin, Enedis maintenant, faites tout de suite votre demande parce que ça peut prendre vraiment du temps. Bon, vous avez votre électricité, donc ça c'est bon. Ensuite, vous avez l'eau. L'eau, c'est beaucoup plus simple. Vous avez 2 solutions. Soit, comme avec l'électricité, vous passez par une compagnie française. Enfin, par la compagnie française, ça dépend des endroits, Veolia, la Lyonnaise des Eaux, ça dépend de votre quartier. Donc pareil, ils viennent, ils font une étude, ils vous rajoutent un compteur d'eau. Soit une autre solution qui est plus simple, vous avez votre compteur principal d'eau, et ensuite vous mettez des défalcateurs. Et l'agent de l'eau qui sera occupé de faire les relevés viendra et regardera vos défalcateurs. Donc ça, c'était pour une entité entière. Maintenant, si vous achetez un appartement, voilà, vous achetez un appartement dans une résidence et vous voulez diviser votre appartement en 2. Donc là, il faudra l'accord des copropriétaires pour cette division. Donc pour ça, il faut demander au syndic, au préalable, une assemblée générale extraordinaire. Donc on reprend auparavant, vous faites votre demande au géomètre, il vous fait le projet. Une fois que vous avez votre projet du géomètre, le notaire le rédige et rédige le nouveau règlement de copropriété. Une fois que le notaire a tout rédigé, il envoie ça au syndic. Une fois que le syndic a votre règlement de copropriété, vous pouvez demander l'assemblée générale extraordinaire, qui sera à vos frais, c'est de l'ordre, ça dépend des syndics, moi en général je paye dans les 300-400 euros. Il faut savoir qu'à partir du jour où vous demandez votre assemblée, il y a 3 semaines avant qu'elle se fasse. Donc
ça prend du temps. À partir du moment où vous les divisez, vous avez au moins 1 mois et demi avant de vous rassembler autour de vos copropriétaires. Ensuite, vous faites votre assemblée, donc vous êtes bon, peu importe, vous demandez aux copropriétaires s'ils sont d'accord. Soit ils peuvent dire oui, soit non, c'est à vous d'essayer de les convaincre. Donc s'ils disent oui, bah, tant mieux, il faut que ce soit la majorité, c'est-à-dire que plus de 50% soient d'accord, c'est pas total. S'ils vous disent non, ils peuvent vous demander des compensations financières. Ok, on est d'accord, vous divisez votre appartement, sauf que sans nous, vous n'avez pas le droit, et on vous demande 5 000 €, ou la somme qu'ils veulent, c'est eux qui décident. Moi, ce que je conseille, ce que je faisais, c'est plutôt que de leur donner de l'argent, je préférais leur dire, bah voilà, l'immeuble, la cage d'escalier n'est pas en état. À ce moment-là, moi, je m'engage à repeindre l'ensemble de la cage d'escalier, et en contrepartie, vous me laissez cette division. Pourquoi? Parce que plutôt que de donner de l'argent, d'améliorer sa copropriété, on en sera aussi bénéficiaire. Si vous revendez votre bien, vous aurez les bénéfices de ces travaux-là. Voilà, c'était un peu plus rapide. Si vous avez des questions, allez-y. Si vous pouviez refaire ce que vous avez fait depuis 7 ans, est-ce que vous auriez commencé direct en marchand de biens? Ou est-ce que vous ne seriez jamais mis en marchand de biens et vous auriez continué à faire ça, peut-être un appart tous les ans ou tous les 2 ans, je veux dire, le problème, c'est que moi, c'est mon activité principale. Donc j'étais obligé de faire un marchand de biens pour faire assez d'appartements. Parce qu'après, tous les ans, une résidence principale, vous allez le faire 1 fois, 2 fois, et ils vont vous requalifier marchand de biens. Mais honnêtement, le conseil que j'ai à donner, c'est le moins possible de société. Voilà, parce que c'est de la comptabilité en plus, c'est beaucoup plus de travail en plus pour majoritairement que des inconvénients. Voilà. Le seul avantage, c'est que vous pouvez en faire plus. C'est tout. Voilà. Oui. Tu disais tout à l'heure que ta résidence principale, tu as payé une plus-value Oui. à la revente. En fait, j'ai payé une plus-value. Pourquoi? Parce que c'était une indivision. Je ne pouvais pas emprunter moi-même, c'est-à-dire que je suis allé à la banque qui m'a dit Monsieur Artaud, non, vous n'avez pas de revenus. Donc j'ai dû y aller avec mon père. Ouais. Et en fait, c'est comme si 2 personnes achetaient le bien. Et ils se sont basés sur ces revenus. Donc l'indivision, ce que j'ai fait, c'est que par contre, j'avais 90% de cette indivision pour payer la plus-value que sur ces 10%. Mais par rapport à la banque, ils ont plus basé sur ces 10% pour que je puisse emprunter. Merci. Oui. Bonjour. J'ai acheté un appartement. Ouais. Dedans, j'ai 2 numéros de cadastre. 2 numéros de lot. J'ai 2 numéros de lot. Ok. Et là où je voudrais le diviser, c'est exactement les 2 numéros. Ok. Est-ce que je dois... Si vous avez déjà les numéros de lot, c'est déjà divisé. C'est déjà divisé, mais c'est un appartement entier. Ouais. Alors, vous n'avez pas besoin de faire d'assemblée générale, puisque vous avez déjà vos 2 lots. Ouais. Par contre, si vous voulez le diviser, il faut faire les travaux physiques. Et il faut regarder si vous avez le compteur d'électricité ou d'eau. C'est tout. Voilà. J'ai pas besoin d'aller au cadastre ou aux impôts. Ah, vous avez déjà 2 lots? Non. Au niveau de... Non, vous avez déjà 2 lots séparés, donc vous n'avez pas besoin. Vous avez juste besoin de l'électricité et d'eau. Et si vous avez les compteurs ou pas? J'ai un sous-compteur d'eau et un compteur EDF. Ah bon, alors c'est bon. Ouais. Comment on peut savoir préalablement à l'achat d'un bien si on peut le raccorder facilement ou pas à l'eau, l'électricité, etc. Des fois c'est pas possible, c'est très compliqué. Faites venir un électricien et un plombier. Si vous ne savez pas vous-même, vous faites venir des gens compétents. Je dis bien par rapport à la commune. Oui, comment est-ce qu'on peut savoir si je ne m'y connais pas du tout, s'il y a un raccordement facile, accessible, pas très loin. Le mieux c'est le plombier électricien, parce que le plombier vous dira ok, on va dire votre sortie d'eau elle est à tel endroit, bah tiens il y a un regard, on va ouvrir le regard et il va regarder si on peut se repiquer. Et l'électricien pareil. Ça c'est dans un immeuble ou si c'est dans une maison, ouais, mais ils connaîtront tous les cas un peu mieux, ou aller voir l'urbanisme. Vous appelez l'urbanisme, ou comme je disais, vous appelez ERDF, vous les faites même venir, qui viennent, ce sera gratuit, c'est après le devis. Mais vous faites venir ERDF, Enedis maintenant, Veolia ou la Lyonnaise des Eaux, et eux ils seront parfaits de vous répondre. Au niveau des compteurs, c'est la même chose, que ce soit pour l'achat-revente que pour l'achat-location, pour qu'il y ait 2 compteurs. Pour la location, officiellement, vous pouvez louer, vous divisez votre appartement en 2, c'est vous qui payez votre électricité, vous pouvez très bien payer pour les 2. Okay. Mais c'est vrai que si un jour vous voulez le revendre, faites-le dès maintenant, parce que ça va prendre un temps considérable et ce sera plus intéressant.
C'est ce que vous faites en attendant justement que vous ayez l'accord d'Inelis, vous le louez avant peut-être? Alors, non, justement, je voulais en venir. Moi aujourd'hui, j'ai pas encore fait d'investissement locatif parce qu'il me fallait un peu plus de patrimoine, on va dire d'argent, tout simplement, pour pouvoir faire des placements locatifs. Moi, ce que je fais aujourd'hui, quand je vends et qu'il y en a un seul compteur, je propose au futur acheteur de lui payer son électricité jusqu'à ce qu'il y ait l'autre compteur. Donc plutôt gratter une vente, ça me coûte, une bêtise, peut-être 300 € d'électricité, mais au moins je fais ma vente. Ou il y a une autre solution, si le notaire est d'accord, ils vous font une séquestre. C'est-à-dire que le notaire garde une somme, imaginons 1000 € chez lui, il dit voilà, dès que vous avez le compteur, vous me donnez le papier du consuel et je vous débloque ces 1000 € là. Tant qu'il n'est pas là, ben je les garde. Voilà, c'est simple. Quel site vous me conseillez pour faire les plans? Alors moi j'ai un site très facile, bon, c'est un peu enfantin, ça s'appelle Cozy Casa. N'importe qui peut faire un site en 5 minutes. Un plan. Voilà. Ça s'écrit K-O-Z-I-K-A-Z-A. Vous pouvez essayer, c'est gratuit et c'est enfantin. Les conditions suspensives les plus courantes pour calculer tout ce projet. C'est-à-dire les conditions suspensives. Le clause notariale, si dans les conditions, par exemple, est-ce que vous rajoutez sous réserve d'acceptation les plus courantes en tout cas pour pouvoir évaluer ensuite le projet et si c'est pas possible on peut mettre dans le compromis n'importe quelle clause. On peut dire voilà, j'achète l'appartement sous réserve de l'acceptation de l'ensemble des copropriétaires à la division. Sinon le compromis est caduc. Le seul problème, c'est que il faut que la personne soit d'accord déjà d'avoir ça dans son compromis. Et en plus, en général, une bonne affaire, si on commence trop à grappiller, ils peuvent dire non. Donc moi, ce que je fais avant de signer le compromis, je vais voir le syndic, je demande à rencontrer le copropriétaire, et puis là, je vois s'ils sont OK ou non, et je le fais, on va dire, un petit peu au préalable à l'avance. Et voilà, après, je fais un compromis, je ne mets pas la clause, sinon les gens ont tendance à être réfractaires. C'est tout ce que je fais. C'est fiable? Pour l'instant, ça a été fiable. Non, pour l'instant, ils peuvent changer d'opinion. Ils peuvent changer d'opinion. Il y en ait un qui fasse changer exactement. tout le monde. Pour l'instant, ça a été fiable. J'ai fait une bêtise là, il n'y a pas longtemps. Justement, je voulais vous en parler. J'avais acheté 4 appartements. Donc, j'ai fait mes travaux, tout ça. J'avais vu auparavant, tout le monde était d'accord. Et j'ai fait la demande après les travaux. Alors, c'est ce que j'expliquais à quelqu'un tout à l'heure. Moi, ce que je conseille, c'est que cette demande de division d'eau, faites-la avant vos travaux. C'est-à-dire que vous achetez, vous faites tout de suite les demandes, et une fois que vous avez l'acceptation, vous commencez les travaux. Pourquoi? Parce que même si vous nettoyez bien, vous êtes gentil, tout ça, au bout de 4 mois de marteau-piqueur, ils vous aimeront de moins en moins, et ils auront tendance à vous dire non. Donc faites ça à l'avance, et une fois que vous avez votre papier, vous faites les travaux. Mais en général, bon, les gens ici vous disent oui, ils vont pas vous dire non après. Après, ça peut arriver. On ne peut rien y faire, ça. Ou sinon, vous mettez la clause dans le compromis. Est-ce que tu rentres dans tes frais? Est-ce que tu gagnes ta vie avec cette façon oui, de... Ça a changé depuis longtemps. Il y a une demande sur Internet qui prend 5 minutes et il y a un rendez-vous avec un technicien qui prend 10 minutes. C'est rien du tout, une assemblée générale extraordinaire. C'est un mail pour la demander et quand j'y vais, c'est 1 heure pour y aller, c'est tout. Donc en fait, en temps, c'est pas du tout de temps. Ça paraît peut-être compliqué à expliquer comme ça. C'est ce qui freine beaucoup de personnes, mais en fait c'est très simple. Il faut juste le faire. C'est quoi le maximum d'opérations en nom propre qu'on peut faire, selon toi, en résidence principale? Ouais, qu'est-ce que tu conseillerais En fait, qu'est-ce que je conseillerais? Je conseillerais de vivre dedans. En fait, il n'y a pas de loi. C'est-à-dire que vous pouvez en faire 20, mais il faut que ce soit plausible. C'est-à-dire que si vous en faites, je pense qu'un par an, mais au bout de 2-3 ans, ils vont vous poser des questions, c'est sûr et certain. Voilà. Je pense que vous faites une tous les 3 ans, c'est bien. Voilà. Après, il y a la résidence secondaire aussi, hein. Vous payez vos 34,5 de plus-value. Sur la plus-value, est-ce que tous tes travaux sont pris en compte dans la... En marchand de biens, oui. En résidence secondaire, alors il y a des notaires qui me l'ont pris en compte, et il y en a d'autres non. Si on transforme l'extérieur du bien, oui.
Sinon, des travaux intérieurs, ils ne vous le prennent pas en compte, officiellement. Mais j'ai des notaires qui me les ont pris, d'autres qui ne me les ont pas pris. C'est bizarre. C'est bizarre, ouais. J'étais un peu déçu du dernier qui ne me les a pas pris. Ouais, au niveau du marché immobilier sur la Côte d'Azur, est-ce qu'il y a encore des bonnes affaires? Alors, le plus dur, c'est de trouver la bonne affaire. Personnellement, sur Cannes, surtout Mougins, tout ça. Les agents immobiliers se plaignent que ça ne se vende pas, tout ça. À chaque fois que j'ai fait des produits, ils se sont vendus très très rapidement. Et ça m'est même arrivé, pendant 2 ans, de vendre toujours sur plan. C'est-à-dire que j'achetais le bien, le compromis, je signais le compromis d'achat, je signais le compromis de vente tout de suite avec des plans. Et voilà. Même pour les ventes, vous passez par des agents immobiliers ou en direct? Alors, je passe par des agents immobiliers, malheureusement, pour la simple et bonne raison que eux, ils m'apportent les affaires et que moi, derrière, eh ben, je leur redonne en exclusivité. Mais c'est un métier où il faut être meilleur que les agents immobiliers, où il faut avoir plus de notions en crédit que les banquiers, où il faut être derrière les notaires, et pareil pour les ouvriers. Il faut être derrière tout le monde tout le temps. Voilà. Vous faites profiter de votre réseau? Pardon?